BFM Business. Le focus de Tech & Co. Focus ce soir sur la donnée, cette OPA que fait ou que fera peut-être un jour la Chine, donc sur la data. On en parle avec nos invités, l'ex-correspondante de l'Obs en Chine, Ursula Gauthier. Ursula, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Bienvenue à Arnaud Massoni, cofondateur de l'agence 55, enfin de la société de data marketing 55. Vous êtes un ancien de Google, Arnaud, merci d'être là, bonsoir. Bonsoir. Et donc aujourd'hui, présent essentiellement en Asie et notamment donc en Chine avec des bureaux à Hong Kong, Shanghai et Shenzhen que vous pilotez pour votre agence 55. Vous nous direz comment vous travaillez en Chine, avec qui vous travaillez et puis comment vous regardez ce qui se passe là-bas. D'abord donc un angle précis là quand on parle de data en Chine, on pense aux GAFA. Alors certains y sont, certains n'y sont pas, certains rêveraient d'y être et notamment Google qui a déjà tenté le coup il y a quelques années et qui a failli retenter le coup et donc mettre son moteur de recherche et puis finalement on apprenait hier que le projet Dragonfly, alors c'est pas encore officiel mais visiblement a été remisé donc dans les placards. Est-ce que ça signifie que voilà qu'ils prennent leurs valises et qu'ils ne feront pas de business en Chine? A priori absolument pas. Donc concernant Google en tout cas, on voit cela en détail avec Lorraine Goumeau et on en débat juste après avec nos invités. Google n'ira pas en Chine avec un moteur de recherche censuré. C'est dit, fini le projet Dragonfly, nom de code du projet de retour de Google en Chine. Lancé au printemps 2017, ce projet avait accéléré en décembre après la rencontre entre Sundar Pichai, PDG de Google, et un officiel chinois. Mais Google n'a jamais vraiment quitté la Chine. Si le site google.com est et va rester inaccessible pour le moment, le Google B2B, celui dont la techno permet aux annonceurs de délivrer de la publicité et de suivre le parcours des internautes, lui, n'a jamais quitté le territoire. Difficile de croire que Google a perdu toute ambition B2C en Chine. Sundar Pichai l'a dit, la Chine est un marché trop important. Quelle sera alors la prochaine approche de Google pour traverser la muraille et accéder aux millions d'internautes lucratifs chinois sans abîmer cette marque Google? Affaire à suivre donc dans un contexte où Donald Trump met les géants de la tech américaine sous pression d'agir pour les intérêts de l'Amérique et des Américains d'abord. Ursula Gauthier, pour vous, c'est un renoncement provisoire ou définitif de la part de Google? Alors, vous n'êtes pas porte-parole de Google, mais vous avez sûrement une idée, là. Écoutez, apparemment, non, puisque ils veulent entrer. Ils ont acheté cette boîte, c'est 265.com, qui leur permet justement d'aller voir comment... qu'ils sont en train de collecter de la data à travers cette boîte. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'ils le faisaient dans des conditions qui ne correspondaient pas à leurs propres critères. Oui. Et c'est ça qui a mis le feu dans leur personnel, et puis à partir de là, avec les fuites, etc. Mais moi, je pense que Google voudra y aller. C'est un marché énorme. Le problème, c'est pas ce que veut Google, c'est ce qu'il faut faire et comment on peut les empêcher de faire des choses qui sont extrêmement dommageables à l'ensemble du monde. Bon, ça c'est votre point de vue. Arnaud, alors vous, effectivement, Google, ils sont déjà depuis des années en Chine. Vous, quand vous étiez chez Google, vous ne bossiez pas en Chine? Si, alors chez Google, j'ai travaillé à Londres et à Paris, mais j'étais là au moment où en effet Sergey Brin, donc le fondateur et patron de l'époque, avait repoussé l'idée d'ouvrir, de rester en Chine sur le google.com. Je pense que la question en effet de Google qui reste ou qui revient, c'est une question qui va pas se terminer facilement. Le marché chinois est essentiel pour n'importe quel acteur comme Google et je pense que les questions de surveillance et de censure qu'il y a derrière Dragonfly, finalement on les regarde avec un prisme très critique sur la Chine, mais on a exactement les mêmes débats aux États-Unis avec Google ou Amazon ou autres sur ces mêmes sujets. Donc j'ai juste parlé de Maven par exemple il y a quelques mois où le Pentagone américain demandait à Google d'associer les drones militaires avec la technologie Google Earth. Donc on est exactement dans ces débats qui font que la surveillance de masse et la censure finalement n'est pas que chinoise. Du coup, c'est la pression d'une partie des collaborateurs de Google qui a fait qu'ils ont renoncé à c'est quoi ça, coûte 10 milliards je crois, ce projet. Alors Maven, c'est en effet l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière 15 millions de dollars pour le projet Maven, il y avait en effet 10 milliards de cloud computing, mais je parle au passé, je devrais pas. C'est un vrai projet qui est encore en discussion avec les grands de la vallée pour pouvoir avoir les agences américaines et le Pentagone en capacité de stocker
et de manière sécurisée toutes les données sensibles dans le cloud. Donc, il y a là, 2 c'est du milliards contrôle. Là, c'est du contrôle. On parle de contrôle, on parle de ce qu'on veut. Alors, ça ramène à Facebook et quantité de choses. Là, sur la Chine, c'est du contrôle et de la censure. Donc, c'est quand même une couche en plus qu'on n'a pas en Occident, Ursula. Le projet Dragonfly consiste à créer un moteur de recherche qui soit censuré de tout ce qui peut choquer les sensibilités de ces braves gens qui ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un manifester ou quelqu'un dire qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement. Donc c'est ça le projet Dragonfly. Sauf qu'il faut savoir ce qui se passe en Chine en ce moment. Une fois, évidemment, quand Google arrivera là et qu'il aura son moteur de recherche qui sera autorisé et qui ne sera pas du tout un moteur de recherche libre, ça ne va pas s'arrêter là. Parce que la Chine, en ce moment, est en train de financer, mais de façon absolument massive, tout un projet de contrôle total de la société, avec des expériences en grandeur réelle qui ont lieu en ce moment dans le Xinjiang, qui est cette province à l'extrême ouest de la Chine, qui est transformé en un État, je sais pas moi, dystopique, comme même Orwell n'avait pas imaginé. Rappelez-nous ce qui se passe là-bas, on l'a déjà raconté, mais tout le monde ne le sait pas. En réalité, il y a au Xinjiang une population qui n'est pas chinoise au sens ethnique, quoi. Et chinoise Han, ce sont des turcophones musulmans. Et ils sont un peu remuants. Et donc, maintenant, Pékin dit qu'ils sont des opposants, que ce sont des terroristes. Le seul fait d'avoir un tapis de prière chez soi, on est un terroriste. Le seul fait d'avoir, je sais pas moi, une barbe, on est un terroriste. Donc, ils ont décidé d'éradiquer cette identité, en faisant une sorte d'énorme, de reformatage, si vous voulez, des gens. Et ils ont mis 1 million de personnes en camp de concentration, quand même, à qui ils appliquent un lavage de cerveau absolument incroyable. Et le reste de la société, parce qu'il ne faut pas oublier le reste, ils sont environ 10-12 millions les Ouïghours, et puis il y en a autant qui sont des Han chinois. Et ils sont en train de soumettre le reste des gens à ça. Et là, c'est là que la data... Donc un contrôle avec des... mais absolument sans faille. Alors, il y a les drones qui contrôlent tout ce qui se passe. Il y a une pléthore de caméras. De caméras, oui. Ouais, enfin bon, de caméras, mais partout. Capteurs, de ce qu'on veut. Il y a également des logiciels espions que les gens sont obligés d'avoir sur leur téléphone. Donc, il n'y a plus aucun moyen d'échapper à la surveillance. Donc, d'un côté, nous avons Black Mirror... voilà. Et de l'autre côté, nous avons les camps staliniens, quoi. Voilà. Et c'est tout ça ensemble, ça vous fait un système qui est impossible à casser, quoi. Et ça, c'est une forme de test, c'est-à-dire que si ça fonctionne et s'ils arrivent à leur fin, ça sera étendu aux 1,3 milliard de Chinois dans quelques années. Alors, peut-être pas sous la même forme, en tout cas sûrement pas sous la même forme, puisque ils considèrent que les Chinois ne sont pas aussi dangereux que les Ouïghours, parce qu'il y a un côté nationaliste et qu'ils... Mais demain, il peut y avoir d'autres foyers de tension ailleurs. Il y a des groupes qui ne sont pas fiables. Il y a les avocats, il y a les gens qui sont convertis au christianisme, il y en a pas mal. Les journalistes. Il y a des journalistes, il y a des tas de gens comme ça. Tous les visas sont pas renouvelés chaque année. Il y a tous les gens à qui on a pris leur terre, leur maison, etc. Des gens qui ont des petites raisons de se plaindre. Donc, tous ces gens-là, comment contrôler? Parce qu'il faut comprendre que c'est une contrôlocratie. C'est un super terme qui a été trouvé par un spécialiste de sciences politiques qui est professeur à Oxford. Il appelle ça une contrôlocratie. Et donc, ce qui s'est passé, mais à date récente, c'est que l'ensemble des investissements, des visions et des projets de cette énorme superpuissance est tourné vers le perfectionnement de cet état de contrôle. Et comme quand on est dans cet état-là, quand on est comme ça, on ne se contente pas d'avoir le contrôle sur un territoire, même grand, eh ben, il faut contrôler tout le reste. Parce que les menaces peuvent venir d'ailleurs. Donc, il y a une sorte de pulsion de contrôle comme ça qui est en train de s'étendre au monde entier via tous les grands projets chinois, la route de la soie, etc. Mais la route de la soie se double d'une route de la soie numérique, il faut le savoir. Et donc, ils sont en train d'installer
leur route de la soie numérique dans tous les pays que cette route de la soie traverse, et tout ça avec des composants et des... D'où les polémiques sur ZTE, Huawei, etc. Que évidemment, le gouvernement chinois va pouvoir lire absolument tout ce qui s'échange dans cette route de la soie. Non. Et à date récente, il y a eu des choses vraiment incroyables. Ils ont détourné quand même tout le flux d'Internet entre les États-Unis et Milan, à un moment précis, ou entre les États-Unis et l'Angleterre, entre le Canada, etc., qui ont été détournés par c'est China Telecom qui a fait ça. Et comme ils ont des super serveurs, ça va très très vite, on s'en aperçoit pratiquement pas. Et donc tout le flux d'Internet est passé à des moments, pas tout le temps, mais comme ça à des moments critiques pour eux. Et donc ils sont en train de récolter nos datas, il faut le savoir. Vous, Arnaud, donc, qui êtes en Chine, qui est resté en Chine, contrairement à Ursula, qui malheureusement n'a pas pu y rester parce qu'on lui a pas renouvelé son visa. Arnaud, la data, pourquoi? Enfin, si, on sait pourquoi ça intéresse les Chinois, et ça intéresse d'ailleurs tout le monde, ça intéresse les Américains, mais sauf que voilà, Chinois et Américains s'affrontent là-dessus. Ils ont les moyens et ils mettent les moyens surtout. Oui, ils mettent beaucoup de moyens. Juste pour préciser, je ne vis pas en Chine. Je vais régulièrement voir nos bureaux sur place, mais je vis encore à Paris aujourd'hui. Ça marche. Juste pour le principe du débat, je préciserai quand même que même si évidemment il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'adhère sur ce que vient de dire Ursula, le problème de la surveillance ou de la censure ou du contrôle, il existe aussi chez nous. Twitter, semaine dernière, publiait son Transparency Report, qui est un rapport annuel, qui classe les gouvernements de tous les pays en termes de nombre de demandes d'accès à des infos utilisateurs. Et il se trouve que la France est le 5e pays au monde, juste derrière la Turquie. Donc moi, mon point, juste par rapport à cette... Qu'est-ce qui nous reproche Twitter très concrètement? Qu'est-ce qu'on... Non, pour le coup, c'est plutôt une transparence. Ouais. Google l'avait déjà fait il y a une dizaine d'années et Twitter a emboîté le pas, de pouvoir montrer finalement que les démocraties ont une double posture assez logique entre je veux pouvoir contrôler ce qui se diffuse sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche, et je veux aussi défendre cette liberté démocratique. Et finalement, derrière, il y a quand même un deuxième jeu, une deuxième lame, et c'est pour ça que, par exemple, au Danemark, on a maintenant un ambassadeur depuis un an, depuis novembre l'année dernière, l'ambassadeur des GAFA, pour jouer ce rôle de lobbying, de contrôle. Alors, c'est ni la surveillance, ni la censure. On reste dans nos pays occidentaux, mais on a quand même une frontière, justement, qui est intéressante à regarder. Et donc, par rapport à votre point, en effet, il y a un investissement de masse des États-Unis, de la Chine sur ces technologies-là, doublé d'un dirigisme, d'un autoritarisme en Chine qui nous interpelle, ou qui doit nous interpeller. Et d'un point de vue sociétal aussi, je pense qu'on devrait faire bouger nos démocraties en étant au clair sur ce que la technologie permet de faire. Parce qu'il y a quand même des choses à aller reprendre derrière cela. Je vais prendre un exemple, mais les fake news aujourd'hui, on parle de Facebook aussi, c'est un instrument de déstabilisation de nos démocraties. On n'a pas de solution aujourd'hui, encore moins en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui en Europe, on espère que des acteurs américains privés vont s'occuper de nos problèmes de fake news. En Chine... En Chine, il n'y a pas de fake news. Alors en Chine, s'il y a des fake news, c'est plutôt des fake news d'État, on va dire. D'accord. Mais ils viennent d'en haut. Voilà, ils ont été validés. Voilà, validés, exactement. Mais en Chine, il y a cette, j'allais dire, l'autre frontière. Vous parliez de la route de la soie numérique. Dans le monde, on a su ériger, à tort à raison, mais des frontières sur comment dire, tout ce qui est biens commerciaux, tout ce qui est services, des frontières pour tout ce qui est démographique, des frontières pour les devises, mais les frontières militaires, mais les frontières technologiques. Il n'y a qu'un pays au monde qui l'a vraiment érigé de manière, en tout cas, assumée. C'est la Chine. C'est ce fameux pare-feu chinois, le Great Firewall of China, qui fait qu'à l'arrivée, ils ont la possibilité de contrôler et décider de ce qu'ils acceptent en termes d'informations numériques pour... Ce qui rentre, ce qui sort. Ce qui rentre, ce qui sort. Ouais. Ce qui fait que Facebook n'existe pas là-bas, ce qui fait que Twitter non plus. Au grand dam de Zuckerberg. Exactement, qui fait tout pour se cyniser, mais pour l'instant en vain. Donc voilà, ce que je veux juste te dire par là, c'est qu'il y a des choses à aller regarder sur cette technologie qui peut, bien utilisée,
être des instruments de réflexion pour nos gouvernements. Je vois Ursula qui sourit. Courte pause, on va se retrouver dans un instant, elle pourra vous répondre dans une seconde. Donc Ursula Gauthier avec nous, l'ex-correspondante de l'Obs en Chine, et à l'instant qu'on écoutait avec attention Arnaud Massoni, cofondateur de la société spécialisée en data marketing 55 et donc ex-employé de Google, avec vos deux associés d'ailleurs au passage. Courte pause, on est là jusqu'à 21h30, enfin jusqu'à 22h, mais sur ce sujet de la donnée en Chine jusqu'à 21h30. À tout de suite. BFM Business. Le focus de Tech & Co. Focus sur la donnée en Chine. La donnée intéresse les Européens. On l'a pas tellement, on l'utilise essentiellement derrière des outils américains. Les rois de la donnée, ce sont en Occident les Américains, les fameux GAFAM qu'on évoque tous les jours. Et c'est vrai qu'en Chine, on devient aussi roi de la donnée avec Tencent, qui a notamment WeChat, qui a elle-même 1 milliard d'utilisateurs sur sa messagerie. Ça va être Alibaba, ça va être plein de groupes comme ça qui ont au moins des centaines de millions d'utilisateurs et de clients. Et pour autant, alors eux la font fructifier, mais la data au sens étatique du terme, c'est pas une histoire de business en Chine, Ursula. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les rois de la data. C'est une histoire de contrôle d'abord. Oui, c'est les rois de la data. Ils en ont beaucoup plus que n'importe quel organisme occidental, puisqu'ils les concentrent, ils les mettent ensemble. Et le but de ce système qu'ils sont en train de mettre en place, et qui s'appelle le crédit social, c'est précisément de mettre ensemble des datas d'origine très très différentes, toutes sortes de datas, ce que nous on ne peut pas faire parce qu'on pense, on verrait tout de suite. Nous on a la CNIL déjà en France. Voilà. Donc, et on va être champion du monde de l'éthique de l'IA. On ne sera pas champion du monde de l'IA, mais on peut être champion du monde de l'éthique. Eux, ils veulent être champion du monde de l'IA, et pour être champion du monde de l'IA, il faut avoir le plus de data possible. Et donc, ils sont en train de récolter de la data. Alors, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que Jack Ma d'Alibaba, il partage tout. Il partage, il évidemment, pas le choix. Évidemment. Tout est dans un pot commun. Et puis, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire, s'ils veulent un accès, etc., l'accès est ouvert. No privacy. Aucun. Donc c'est pour ça que Google, ça posait aussi un problème, parce que Google ne voulait pas tout partager avec le gouvernement lors de leur précédent conflit. Mais là maintenant, c'est la règle. Donc la data, si le gouvernement chinois a dit qu'il voulait être le champion de l'intelligence artificielle et du big data. Mais pourquoi? Pas simplement parce qu'ils aiment la modernité et la technologie, c'est pas ça. C'est vraiment parce qu'ils savent que c'est le moyen, mais rêver de maintenir un régime dictatorial. Jusqu'à présent, historiquement, ce qu'on a vu, c'est que quand un régime était autoritaire et dictatorial, en général, économiquement, ça n'allait pas très bien, et puis au bout d'un moment, ça... voilà. On était renversés, d'une manière ou d'une autre. Donc, eux, ils sont autoritaires, dictatoriaux, et ils veulent se maintenir. Comment faire? Puisque ça, c'est le grand défi que Xi Jinping veut relever. Il y avait le libéralisme depuis 10-15 ans, et à cela, il rajoute une couche, effectivement, de tech, et donc de contrôle à vous écouter. Voilà, il utilise la tech pour renforcer la mainmise du système, et pour qu'il n'y ait pas de changement. Alors, les gens vont être... aisés, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir de la consommation, ils vont avoir plein de choses, mais il n'y aura pas de menace sur le système politique. Et le Parti communiste pourra rester au pouvoir. Crédit social, vous l'avez dit d'un mot, il faut quand même le rappeler. En gros, oui, j'ai une note de crédit en fonction de si je suis courtois, si je traverse bien dans les clous, si je paye mes impôts. Et quand on a une mauvaise note, j'ose pas imaginer ce qui m'arrive. Alors quand on a une mauvaise note, ou parce que sur les réseaux sociaux, on a osé critiquer quelque chose du gouvernement, il y a encore des fous là. On a liké un journaliste du Nouvel Obs en France qui dit n'importe quoi. Et donc, quand c'est comme ça, mais déjà aujourd'hui, vous savez qu'il y a déjà plusieurs millions de personnes qui ne peuvent pas acheter de billets d'avion parce que leur crédit est mauvais. Donc, ils ne peuvent pas acheter des billets de train à haute vitesse, ils ne peuvent pas obtenir un passeport pour voyager à l'étranger, ils ne peuvent pas obtenir un crédit à taux bas, etc. Ça, plein de choses. Ils ne peuvent pas avoir un poste de fonctionnaire. Voilà, enfin... Donc tout ça, ça invite à bien se comporter quand même. Leurs enfants ne peuvent pas aller dans les bonnes universités. Vraiment, ça a des conséquences gravissime. Et alors... ce système-là, ce qu'il vise, ce n'est pas un contrôle tatillon de chaque personne, etc. Ce qu'il vise, c'est que tout le monde sache qu'il est contrôlable. Il est contrôlé et contrôlable. Et que donc, chaque personne s'autocensure et rentre dans les rangs de lui-même. C'est la meilleure des censures. Le rêve. L'autocensure.
Voilà. Si je peux rebondir là-dessus. Allez-y Arnaud, allez-y. En fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, cette autocensure, on la voit chez les Chinois. C'est exactement, sans faire de la philo, Foucault et cette logique d'en surveiller et punir, d'avoir des prisons au centre avec l'incapacité de savoir finalement à quel moment on est surveillé. Cette autocensure, on la voit aussi chez nous-mêmes. Nous-mêmes égale le business occidental qui va en Chine, mais on en parle peu. Et moi, pour parler un peu d'innovation, d'investissement, de transformation de la société en Chine en avance sur le monde, je vais parler 2 secondes de la voiture électrique, qui est assez fascinant à différents égards. Il faut savoir qu'il y a 50% des voitures électriques au monde qui roulent en Chine. C'est 2 millions aujourd'hui. Il y a 99% des bus électriques, c'est déjà 500 000. Donc c'est pas rien en Chine. Et quand vous prenez un vélo Ofo ou Mobike, c'est chinois. Donc ils sont en train de gagner la bataille de la pollution, qui est un des sujets sociétaux évidents en Chine. Ils ont 100 villes de plus d'1 million d'habitants. Et ils le font de manière très dirigiste, en faisant que on puisse facilement accéder à une voiture électrique en Chine, alors qu'une voiture thermique, on va devoir attendre, gagner une loterie à Pékin ou gagner une enchère à Shanghai. Donc voilà, donc il facilite de manière très dirigée finalement, il flèche la consommation sur une réponse sociétale à la pollution avec l'électrique. Ça, c'est la Chine sur les Chinois. Et en parallèle, on a Nissan, on a Ford, on a Tesla, on a BMW, qui sont en Chine aujourd'hui, qui produisent en Chine, et qui ont accepté, on parlait de Google tout à l'heure, qui ont accepté le principe de surveillance chinoise. Donc en fait, ils partagent en temps réel, au sein de leur voiture, avec l'État chinois, tous les déplacements des voitures chinoises. Et ça, on n'en parle pas parce que finalement, c'est un tabou collectif. Et je pense que c'est là le sujet, c'est qu'on devrait aujourd'hui, comme le fait Ursula, pointer ces choses qui doivent tous nous interpeller sur l'intimité, la privacy, l'éthique, la liberté de mouvement, de pensée, mais pas en Chine. Pour moi, de manière générale, par rapport à la technologie. Et on peut avoir des réponses. Vous parliez tout à l'heure, Sébastien, de l'éthique de l'IA. Je pense que RGPD en Europe, c'est fabuleux. C'est quelque chose qui renverse complètement la tendance et qui donne une arme à l'Europe de pouvoir dire aujourd'hui, finalement, en Europe, le citoyen reprend le pouvoir sur ses données et peut décider de supprimer ses données Uber et dans la seconde d'après, les envoyer à chauffeur privé. Sauf qu'une nouvelle fois, on défend la pub, le consommateur et parfois au détriment du business. C'est-à-dire que si on se retrouve demain qu'avec des acteurs chinois ou américains, on sera très bien avec notre RGPD, mais encore une fois, on se sera protégé, mais on n'aura plus de... Alors moi je dirais 2 choses en effet là-dessus. Premièrement, je pense qu'il est temps qu'on arrive à avoir plus d'Europe et moins d'Europe fragmentée, moins d'Europe court-termiste, électoraliste, une Europe plus ambitieuse, parce qu'en effet, le Made in China 2025, qui est le plan absolument colossal... Ils sont en train de rétropédaler un peu quand même là. Alors, mais, ouais. Non. Ils n'en parlent plus. D'accord. Ah non, mais ils n'ont pas abandonné. Il y a un mot d'ordre de ne pas se réclamer du Made in China 2025, mais le projet est toujours là. Et il s'agit vraiment d'être le number one dans tous ces domaines de pointe, etc. Voiture autonome, IA, etc. Oui, donc on peut parler de consommation, d'Europe, etc., etc. Le fait est qu'on a affaire avec la Chine à une menace existentielle. Il faut qu'on finisse par le comprendre. Et que cette menace existentielle, eux, ils sont très très cohérents avec leurs idées. Et depuis Xi Jinping, encore plus cohérents. Il faut comprendre que depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir, cette chose-là est mise en jeu avec énormément d'esprit de système et d'esprit cohérent. Et nous, en face, on pense à, voilà, telle boîte devrait pouvoir quand même fonctionner, on devrait quand même pouvoir vendre nos Airbus, on devrait... Donc on oublie le soft power des années 90, là, maintenant. C'est fini. On est en mode c'est fini. trade war, là. Ah oui, et c'est pour ça que les Américains, quand même, ils se sont réveillés. Ouais. Ils se sont réveillés. C'est parce que maintenant, on ne peut plus se raconter des histoires sur ce que veut la Chine. Donc vous dites quoi, en gros, c'est Trump qui a raison, là, en gros? Ah mais oui, d'une certaine façon. Là-dessus, clairement. Sur ce plan-là... Le Buy American, franchement, en Europe, on n'a ni Buy Europe, ni Made in Europe. On n'a aucun des 2 programmes qui est vraiment mis en avant de la même manière. Mais c'est même pas ça, parce que Trump, c'est bon, le discours, il faut acheter américain. Mais c'est pas ça seulement. Trump, il a autour de lui des gens qui ont pris conscience
de cette menace qui n'est pas uniquement d'ordre commercial. Parce que la Chine veut remplacer l'ordre du monde par un ordre autoritaire façonné sur son propre système. Alors moi j'aimerais croire que Trump et co pensent plus à défendre l'ordre du monde que l'ordre économique des choses. Mais pas Trump, peut-être pas Trump, mais autour de lui. En tout cas, c'est bipartisan. C'est pas uniquement c'est pas uniquement le Parti républicain. Ce sont aussi les démocrates. C'est bipartisan. Cette prise de conscience est évidente maintenant, et ils se rendent compte qu'il y aura une lutte probablement à mort, un duel à mort entre les deux. Enfin bon, c'est une très vieille histoire, ça s'appelle le piège de Thucydide. Quand il y a une puissance émergente, la puissance ancienne, évidemment, il y a un combat, et la plupart du temps, c'est un combat à mort. C'est rare qu'on passe le relais gentiment, comme entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est en général très sanglant. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est que notre mode de vie, nos valeurs, les choses qu'on considère comme extrêmement précieuses, la démocratie, les libertés, les droits de l'homme, sont en cause. C'est de ça qu'il s'agit en réalité quand on parle de data et d'intelligence artificielle. Arnaud, pour boucler. Oui, pour boucler. Simplement sur Trump, je pense qu'effectivement la bataille avec la Chine, c'est aussi de rééquilibrer les investissements entre le public et le privé en Chine. C'est de faire que les étrangers aient le droit d'investir en Chine sans faire une JV obligatoirement. Exactement, et c'est toute cette notion de propriété intellectuelle. Donc je pense que le combat, il est vraiment de rééquilibrer le x3 d'écart entre les échanges commerciaux, et surtout le fait que la Chine aujourd'hui exporte de la high-tech, alors que les US, c'est des Boeing et du soja. Donc on n'est pas dans le même impact, on va dire, sociétal entre ces deux puissances. Arnaud Massoni, l'agence 55, et donc Ursula Gauthier, ex-correspondante de l'Obs en Chine, mais qui suit peut-être encore plus près qu'avant. En tout cas, voilà, vous êtes plus qu'à la page sur tout ce qui se passe, et grand reporter aujourd'hui, et donc toujours pour l'Obs. Merci beaucoup Ursula, à très bientôt, et Arnaud donc d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure sur la data.